Bonsoir, bienvenue dans cette émission exceptionnelle de Chroniques criminelles entièrement consacrée au dernier rebondissement de la disparition du petit Émile. Alors quand le crâne et les vêtements du petit garçon sont retrouvés en pleine nature, à moins de 2 km de chez ses grands-parents, c'est le choc. C'est la fin de l'insoutenable mystère de sa disparition, mais cela marque aussi le début d'une nouvelle phase de cette enquête monumentale. Car tout le monde se pose la question, comment ces ossements ont-ils pu réapparaître ici alors que la zone avait déjà été fouillée ? Est-ce à cause d'un glissement de terrain ou bien les restes du petit garçon ont-ils été déposés intentionnellement et dans ce cas, par qui et pourquoi? Les enquêteurs explorent toutes les pistes pour connaître enfin la vérité. Le mystère du Haut-Vernay, c'est tout de suite dans Chroniques criminelles. Cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure, des ossements ont été retrouvés hier à proximité du hameau du Haut-Vernay où le petit Émile avait disparu le 8 juillet dernier. Navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile. Des ossements ont été retrouvés par un randonneur. C'est un coup de tonnerre. Et l'enquête qui entre dans une nouvelle phase après la découverte ce week-end d'ossements. Dimanche 31 mars 2024, en plein week-end de Pâques. L'info vient de tomber et elle passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision. La veille, une randonneuse se promène sur les sentiers escarpés du Haut-Vernay. Alors qu'elle marche depuis un moment sur un petit chemin, elle tombe sur des ossements, un crâne, en plein milieu. Comme elle le décrit, il est blanc, tout propre, dont seules les dents du haut sont restantes. C'est une femme qui découvre un crâne à 1,6 km du domicile des grands-parents et qui va prendre ce crâne. Elle décide donc de le mettre dans un sac plastique, le ramener chez elle et ensuite appeler la gendarmerie. Donc c'est la gendarmerie qui se déplace à son domicile pour récupérer le crâne. La question qu'on se pose, c'est évidemment pourquoi cette personne a pris cette pièce à conviction, si vous voulez, cet indice, pourquoi elle l'a enlevé de son milieu naturel, privant peut-être les enquêteurs d'un certain nombre, d'analyses. Ce jour-là, la randonneuse n'a pas pris son portable. Et surtout, elle redoutait de perdre un indice précieux. Car elle a tout de suite pensé au petit Émile, que tout le monde cherche depuis des mois. Cette personne a pris ce crâne, sans doute en pensant bien faire. Elle a pu se dire également, j'ai peur de ne pas retrouver forcément l'endroit et peut-être de ne pas savoir dire aux gendarmes où est-ce qu'il faut retourner précisément. Lorsque cette marcheuse se confie à la presse, elle dit mot pour mot « Je pleure, puis je me calme. » et elle s'empresse d'appeler la gendarmerie. Voici ce qu'elle s'est dit à ce moment-là. « Vite, vite, il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable. L'enquête va enfin avancer. » Une vague d'émotions submerge le pays tout entier et chacun est suspendu à de nouvelles annonces. D'habitude, les analyses prennent du temps. Mais cette fois, la gendarmerie déploie les grands moyens et envoie les ossements en analyse à l'IRCGN, à Pontoise. L'enquête est relancée. C'est exceptionnel que des indices soient transportés par hélicoptère en direction de l'IRCGN de la gendarmerie. C'est exceptionnel que immédiatement, j'allais dire, on fasse ce transfert. On voit là, j'allais dire, l'aspect technique, l'aspect scientifique de la gendarmerie qui veut immédiatement avoir des réponses pour savoir si ce crâne, oui ou non, c'est celui du petit garçon. En moins de 24 heures, les résultats tombent. La France entière les redoutait. Il s'agit bien du petit Émile. Dans les jours qui suivent, d'autres ossements et même des vêtements appartenant au petit garçon sont retrouvés à proximité. C'est le point de départ de nouvelles investigations. Pourquoi ces ossements sont-ils découverts seulement maintenant, 9 mois après la disparition ? S'agit-il du fruit des pluies diluviennes ou quelqu'un a-t-il déposé son corps après l'avoir caché pendant tout ce temps ?
Les gendarmes espèrent qu'avec ces nouveaux éléments, ils vont enfin pouvoir résoudre l'énigme. Quel drame s'est joué dans ce hameau tranquille du Haut-Vernay au début de l'été 2023 ? Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile. Nous avons repris le fil de l'enquête depuis les premières heures de la disparition jusqu'aux toutes dernières révélations et la découverte des ossements. Nous verrons comment les gendarmes ont exploré tous les scénarios jusqu'au plus inattendu. Certains évoquent la possibilité qu'un prédateur, qu'un loup, qu'un rapace ait attaqué Émile. Avec en toile de fond une famille longtemps murée dans le silence. C'est une famille qui est quand même très repliée sur elle-même. Et là, curieusement, cette famille va publier sur les réseaux sociaux des messages un petit peu surprenants. Le village du Vernay est gelé comme une scène de crime. La zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Nous avons interviewé les journalistes qui étaient sur place. Moi, j'ai décidé d'aller sur le lieu où habitait la famille. Le village est complètement bouclé, on ne peut plus s'approcher de la maison. Il y a des barrages de gendarmes partout. Et nous, là, tout ce qu'on voit, c'est justement un balai incessant de camions, d'enquêteurs. Un ancien général, expert dans les méthodes de la gendarmerie. Nous avons la confirmation, c'est bien le crâne de l'enfant. Mais aussi le seul journaliste ayant à ce jour rencontré la famille du petit Émile. Alors dans ma vie de journaliste, c'est une affaire évidemment exceptionnelle. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé et ému, c'est de voir cette famille qui reste soudée et unie dans un tel drame. Que s'est-il passé en ce jour d'été 2023 au Haut-Vernay? De rebondissements en coups de théâtre, quelles sont les toutes dernières pistes explorées par les enquêteurs? Tous nous aideront à percer le mystère du Haut-Vernay. Cette terrible affaire commence le 8 juillet 2023, au premier jour des vacances scolaires. Nous sommes en fin d'après-midi au Vernay, une petite commune des Alpes de Haute-Provence. Soudain, le téléphone sonne à la gendarmerie. C'est le début de l'été et à 18h12, la gendarmerie locale reçoit un coup de fil. Un coup de fil affolé d'une dame d'un certain âge qui est la grand-mère d'un petit garçon qui s'appelle Émile et qui a disparu environ 1 heure auparavant dans le village du Haut-Vernay. Il était à la sieste et après lever la sieste, il est parti et on ne sait pas trop où. Elle explique aux gendarmes que ça fait à peu près 1 heure qu'elle cherche son petit-fils donc dans les alentours de leur maison, avec des membres de sa famille et des voisins, que personne n'arrive à le trouver, donc elle est très inquiète. Et les gendarmes prennent la situation immédiatement au sérieux parce qu'ils savent qu'à 2 ans et demi, un enfant, ça ne s'évapore pas. Aussitôt, une patrouille de gendarmerie arrive sur place. Anne, la grand-mère, et Philippe, le grand-père d'Émile, sont paniqués. Et c'est tout le hameau qui est en ébullition. Une quinzaine d'habitants et le maire du village fouillent les alentours. Très rapidement, il y a une équipe de gendarmes qui est sur place, qui prend attache avec la famille et qui commence un peu à reconnaître la topographie des lieux. On a d'entrée une vingtaine de gendarmes sur place qui se met à chercher. On écoute ce que les grands-parents disent, comment ils décrivent, à quelle heure il s'est levé, est-ce qu'il a été vu. Ils expliquent avoir récupéré Émile la veille au soir à la Bouilladis, dans les environs de Marseille, chez les parents du petit garçon. Ils ont ensuite pris la route, direction le Vernay, pour leur résidence secondaire. Mais ce samedi, alors qu'ils venaient de se réveiller de la sieste, Émile se volatilise. Sur le coup de 17h, toute la famille s'apprête à aller faire une excursion pour aller installer des clôtures sur un terrain où cette famille possède des chevaux, en fait. Et c'est au moment où il chargeait la voiture que le petit a échappé à la vigilance de son grand-père et a disparu. Tout de suite, en fait, on l'appelle et on se demande où est-ce qu'il est passé, parce qu'il a pu
en une seconde échappé à la surveillance des adultes. Il faut savoir qu'un enfant de 2 ans et demi, contrairement à ce que instinctivement on pourrait se dire « Oh, il a de petites jambes, il ira pas très loin », ça marche beaucoup, c'est très résistant, eh bien ça part d'une manière vraiment rapide. Donc il faut aller très vite. Il est maintenant 18h30 au Haut-Vernay. Avec la nuit qui approche, c'est tout le village qui s'active. Première piste, Émile s'est-il perdu en montagne? C'est l'hypothèse privilégiée, car le Vernay est niché à 1200 mètres d'altitude, à flanc de coteau. Et il y a une particularité, c'est une commune coupée en deux, avec, au Haut-Vernay, un relief dangereux. C'est un village un peu en deux parties. Il y a le Vernay et le Haut-Vernay. Le Vernay, c'est un village à peu près, je dirais, de taille classique, mais le Haut-Vernay, c'est véritablement un hameau qui est perché au-dessus du village du Vernay, où la route s'arrête. Ce qui fait que quand on descend vers le Vernay, on est dans un secteur, il n'y a pas trop de danger, ce sont des prés, des prairies dont l'herbe est plutôt courte d'ailleurs. Par contre, quand on remonte de l'autre côté, donc du Vernay, en montant vers le col, là on a des secteurs qui sont en flanc de falaise, où là on peut imaginer une chute dangereuse. Seul, sans eau ni nourriture, les chances de survie du petit garçon sont minces. D'autant qu'il a pu s'échapper des deux côtés du village, ce qui complique les recherches. Mais l'urgence pour les gendarmes, c'est à quelques heures après la disparition, si on ne trouve pas l'enfant, on peut s'inquiéter. Tous les gendarmes du secteur en fait se mettent en branle. Et puis le dispositif a gonflé au fur et à mesure de la soirée. Tout le village se mobilise, il y a un élan de solidarité gigantesque pour rechercher Émile. Ses parents, Marie et Colomban, viennent eux aussi d'arriver en urgence. Et ils participent au battu avec le reste de la famille. Ils hurlent son nom. En vain. Les heures passent et toujours aucune trace du petit garçon. Les maisons, les voitures sont fouillées. Rien n'est laissé au hasard. Et toujours aucun indice. Alors l'inquiétude monte d'un cran. Plus on va vers la nuit, plus on va vers l'obscurité, plus l'angoisse grandit. Et ce qui est terrible, c'est qu'à 3h40, les recherches s'arrêtent. Donc on imagine la détresse de la famille qui pense à ce petit garçon perdu, qui peut être prostré dans un coin, qui peut être blessé. C'est le premier jour des vacances, on vient d'arriver, on s'installe, on dit bonjour aux voisins qu'on n'a pas vus depuis un an, on prend possession de la maison. On passe d'un moment de joie au pire des drames, la disparition d'un enfant. Avec la nuit, les pires scénarios hantent tous les esprits. Les prochaines heures vont être déterminantes. Le lendemain matin, dès 6 heures, tous les moyens sont mis en œuvre. Appel à témoins, secouristes, unités d'élite de gendarmerie et les journalistes s'emparent de l'affaire. Dimanche 9 juillet, les médias annoncent la terrible nouvelle. Le petit Émile, un enfant de 2 ans et demi, a disparu depuis hier après-midi alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Nous évoquons cette toute dernière information que vous pouvez découvrir en bas de votre écran, cette disparition inquiétante d'Émile. Ce petit garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Hier après-midi, la famille passait ses vacances dans la commune du Vernay. Maureen Bajac, spécialiste police-justice au journal de TF1, se met aussitôt sur l'affaire. Comme tous les Français, elle est émue par ce qui vient d'arriver. Le dimanche 9 juillet, la France se réveille avec ce visage, avec ce prénom, Émile, ses petits yeux, ce blondinet. Il a une petite fleur au coin de l'oreille et cette bouille, elle va marquer tous les Français. En fait, déposer son petit garçon chez ses grands-parents, le temps des vacances, ça parle à tout le monde. Ça pourrait être notre fils, notre neveu, notre petit-fils, et donc ça touche toute la population d'un seul coup, cette histoire. En ce premier jour des vacances, la France entière est bouleversée et suit minute par minute les avancées de l'enquête.
Quand j'arrive dans le village du Vernet avec mon équipe, avec qui je travaille, on arrive au cœur de ce village où il y a beaucoup de monde, tous les habitants, mais des gens qui sont venus de partout dans la région pour essayer de trouver ce petit Émile. Il y a vraiment une effervescence, un espoir. Il y a beaucoup de gens qui grenouillent, qui sont avec leurs chaussures de randonnée. Je pense à la famille et ça doit être très difficile pour eux, donc on est là. Même sans avoir d'enfants, je crois qu'on peut que compatir à leur douleur et leur angoisse. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Parce que je suis grand-père. Donc, un petit enfant, c'est sacré. Des gens viennent des quatre coins de la France. Ils organisent des battues, draguent les rivières, les ruisseaux, vont dans les forêts, à la recherche du moindre indice qui pourrait les mettre sur la trace de ce petit garçon. Les gendarmes interrogent tous les proches en quête du moindre indice, à commencer par les grands-parents. Ils sont à la tête d'une famille nombreuse, 10 enfants, dont plusieurs encore très jeunes. Ils expliquent que le matin même de sa disparition, le petit garçon a joué avec ses oncles et tantes dans un pré, sur les hauteurs du hameau. Chaque enfant de la famille a construit sa cabane et il y a véritablement un village de cabanes que chacun a fabriqué avec des rondins de bois. Émile a passé cette matinée à jouer là-bas et quand midi arrive et que sa grand-mère lui dit qu'il faut venir manger, il n'a pas envie de rentrer. Il disait à ses grands-parents je veux retourner à la cabane, je veux retourner à la cabane. Ils ont eu du mal à lui faire sa sieste. Lorsqu'il s'est réveillé à 17h, il n'avait que ce mot à la bouche. À partir du moment où on a un enfant de 2 ans et demi qui a une idée en tête, et en l'occurrence c'est la cabane, le quadrillage qui va être fait va bien sûr inclure la cabane, en poussant même un petit peu plus loin dans les bois parce qu'il y a beaucoup de bois derrière. Il est très facile pour un enfant de cette taille-là, Émile fait 90 cm de haut, de se perdre. Sur le terrain, les gendarmes couvrent une zone de 5 km à la ronde avec des moyens techniques sans précédent. Quand on dit passer un endroit au peigne fin, pour le coup, c'est vraiment un euphémisme concernant les opérations qui sont menées sur le périmètre de ce petit village. Il y a des centaines de gendarmes qui viennent et on cherche partout, partout, partout. Ce sont à la fois des moyens aériens, 2 hélicoptères, des drones et des hélicoptères avec caméra thermique. Je vous rappelle, nous sommes dans l'urgence. Et on veut retrouver un petit garçon qui est perdu dans la nature. Donc à un moment, on va se retrouver avec plus de 800 personnes sur le terrain. 800 personnes, c'est énorme. Mais après 48 heures de recherches intensives, Rémi Avon, le procureur de Digne-les-Bains en charge de l'affaire, prend la parole face aux médias. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. L'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui, comme au cours des 2 jours précédents. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Cette conférence de presse, elle est très difficile parce que nous, on demande des comptes, nous, on demande ce qui est fait. On a l'impression, et le procureur nous dit, tout est fait, regardez tout ce qu'on a fait. C'est vraiment impressionnant. Et pourtant, on n'a toujours aucune piste, toujours aucune réponse. Vu l'ampleur des recherches, l'hypothèse selon laquelle Émile s'est perdu paraît de moins en moins plausible. Il aurait dû être retrouvé. Pour les proches, la douleur est immense. Pourtant, depuis le début, la famille est restée muette. Pas de son, pas d'image. Alors qui sont-ils? Les gendarmes s'intéressent à leur environnement, car leur silence intrigue. Deuxième piste, la famille se retrouve maintenant au cœur de l'enquête. Dans ce genre d'affaires, on a l'habitude que la famille s'adresse aux médias. Là, pas du tout. C'est une famille qui est très réservée, qui ne va pas du tout communiquer. Plutôt que de lancer un appel à témoins comme c'est souvent l'usage, la mère d'Émile publie un seul message. C'est un appel à la prière qui peut paraître étonnant.
Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient. Et donc, ce message un petit peu hors sol a surpris tout le monde et évidemment a surpris les gendarmes. Et suite à ça, ils se sont intéressés à cette famille qui pose des messages un petit peu curieux comme ça. Donc évidemment, les enquêteurs vont gratouiller autour de ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, qui étaient là, quel est leur cercle, est-ce qu'ils ont des personnes qui peuvent leur en vouloir, quel est leur travail, quelle est leur affiliation politique, et tout ce qui peut donner des pistes sur ce qui a pu se passer. Il a pu aussi se passer quelque chose au sein de cette famille, on n'en sait rien, et c'est une des hypothèses qui doivent être étudiées par les gendarmes. Mathieu Fourquet, journaliste pour Le Nouveau Détective, est justement allé sur place, avec l'intention d'enquêter sur les habitudes et l'environnement de cette famille. Serait-il possible qu'il existe un lien entre leur mode de vie et la disparition d'Émile ? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer réellement à travailler sur le terrain. Moi, j'ai décidé d'aller plutôt du côté de la Bouilladis, donc sur le lieu où habitait la famille, pour justement savoir qui étaient ces personnes et travailler plutôt sur leur portrait plutôt que sur les recherches. C'est une famille qui est décrite comme assez renfermée. Certains ont utilisé le mot sectaire, mais moi j'aime pas tellement cette expression-là parce que chacun a le droit de vivre selon ses principes. N'empêche qu'ils vivent entre eux, les enfants ne vont pas à l'école, ils font l'école à la maison. Au Vernet comme à la Bouilladis, le clan est réputé pour vivre quasi en vase clos, un peu en dehors du système. Le grand-père est bien connu dans le village. Il est ostéopathe. Et sa femme, mère au foyer. Colomban, le père d'Émile, est ingénieur. Et Marie, la maman, reste elle aussi à la maison. Leur ciment, c'est la religion. Elle tient une place centrale dans la famille. Et donc, on va se demander si cette famille qui vivait un petit peu à l'écart du monde n'aurait pas quelque chose à cacher et si la clé du mystère de la disparition du petit garçon serait pas à trouver au sein même de cette famille. Moi, j'ai pu interroger les voisins les plus proches de la famille d'Émile à la Bouilladis. Ils m'ont parlé d'une famille très religieuse. Certains disent traditionnalistes, d'autres vont jusqu'à dire intégristes, c'est-à-dire qu'ils ne vont presque pas à la paroisse de leur commune, ils préfèrent aller à l'église Saint-Charles à Marseille ou alors dans des chapelles un peu moins connues d'Aix-en-Provence où les messes sont dites en latin. Ce que les enquêteurs vont découvrir de cette famille, c'est que c'est une famille qui est quand même très repliée sur elle-même. C'est vraiment une atmosphère de communauté. Et ce n'est pas tout. Au cours de leurs recherches, les gendarmes vont relever un élément troublant sur le passé de Philippe, le grand-père d'Émile. Dans les années 90, il a encadré des enfants dans un pensionnat religieux. Dans cet établissement, qui est un établissement catholique et j'allais dire plutôt musclé, il y a eu une enquête qui a été faite assez récemment et qu'un certain nombre de pensionnaires se sont plaints en disant on a été maltraités. Des plaintes pour violence ont été déposées. Cet ancien élève se souvient des mauvais traitements infligés à l'époque. On pouvait aller à la sable brimade au cou, la claque, le coup de pied, le coup de poing, le martinet, ceinturon. Voilà, c'était le genre de punition qu'on avait, quoi. Certains se sont souvenus de Philippe, le grand-père d'Émile. On disait qu'à l'époque, il avait plutôt la main leste et qu'il avait une notion d'ordre un peu particulière et une coloration, un parfum de violence. L'enquête vise l'établissement religieux. Le grand-père, qui n'était qu'un encadrant parmi d'autres, est auditionné en tant que témoin assisté. Mais au final, aucune charge n'est retenue contre lui. Pour les gendarmes, cet épisode ne permet évidemment pas d'établir un lien avec la disparition d'Émile. Mais cela éclaire la personnalité du grand-père d'un jour nouveau. Un homme, il y a plus de 30 ans, qui aurait pu être capable de violence. Alors il décide malgré tout de vérifier la version des grands-parents. Les témoins sont interrogés et parmi ces témoins, il y a 2 voisins qui disent avoir vu Émile aux alentours de 17h15, 17h30. C'est les 2 dernières personnes à avoir aperçu Émile. Donc c'est des voisins, une personne d'une 60aine d'années et un adolescent, qui ont aperçu Émile seul, vivant, pas blessé, sur cette route qui descend vers le hameau du Vernet.
Les deux témoins sont unanimes. Ils ont vu le petit garçon vers 17h15 au niveau du lavoir, à 50 mètres à peine de la maison des grands-parents. En revanche, ils divergent sur un point. Pour l'un, il remonte la rue en direction de la cabane. Pour l'autre, il descend vers le cœur du hameau. En tout cas, ce témoignage va dans le sens des déclarations des grands-parents. Émile a échappé à leur surveillance, à leur vigilance. Il était bien seul. C'est lui, il est parti, entre guillemets, de son plein gré. Donc il n'a pas été blessé, il n'y a pas eu d'accident dans la maison. Selon ces témoignages des voisins, en tout cas, la dernière fois qu'ils ont aperçu Émile, il était vivant, en bonne santé, sur cette route. Ces deux témoignages confirment la version des grands-parents. Alors, Émile serait-il parti seul? Si oui, quelle direction a-t-il pris au niveau du lavoir? Et que lui est-il arrivé après? 3 jours sont passés depuis le début des recherches et les battus ne donnent toujours rien. Alors, en ce début d'été, toutes les pistes sont envisagées. Et dans le village, les souvenirs refont surface. Entre légende et réalité, la nature n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Rapidement, il y a de nombreuses rumeurs et de nombreuses hypothèses qui sont avancées par les habitants eux-mêmes. Et certains évoquent la possibilité qu'un prédateur, qu'un loup, qu'un rapace ait attaqué Émile et l'ait fait disparaître et l'ait enlevé lui-même. Si ça paraît dur à croire, certains habitants, eux, s'accrochent à cette théorie. Si certains villageois y croient, c'est parce qu'ici, les montagnes regorgent de rapaces, faucons, vautours et surtout l'aigle royal, le plus dangereux de tous. Troisième piste, l'attaque d'un animal sauvage. Michel Fizel est spécialiste de la faune des Alpes du Sud. D'ailleurs, il a été contacté par un habitant du Vernet, peu de temps après la disparition d'Émile, à propos de cette piste de l'aigle royal. Le 17 juillet de cette année, je reçois un SMS, je vais vous le relater. Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, sans vouloir vous faire perdre du temps, me dire ce que vous pensez d'un grand spécimen d'aigle royal qui aurait pu enlever le petit Émile au Haut-Vernay? Mon père était né à Bourdeaux en 1909 et il me racontait, quand il était enfant, de tels événements. Un aigle aurait-il donc pu enlever le petit enfant? Si beaucoup y pensent, c'est parce que le rapace possède des armes redoutables. On va faire ça doucement. Ça, ce sont les cerfs. C'est avec ça qu'il attrape ses proies. En général, c'est fait pour tuer. S'il vous attrape, 3 hommes n'arrivent pas à ouvrir les serres d'un aigle. C'est impossible. Le bec, lui, il reste toujours un peu dangereux, puisque avec cette pointe, c'est la dent qui leur permet de déchirer les chairs. C'est grosso modo le supraprédateur qui est en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est bien ce super prédateur qui inquiète et qui est à l'origine des rumeurs les plus folles. Mais selon notre expert, cette hypothèse reste peu probable. Et cela pour une raison en particulier. Un aigle royal ne peut en aucun cas emmener un enfant. Il ne peut et soulever que des proies qui font 3 kg, 3 kg et demi. Or, à 2 ans et demi, Émile doit peser pas moins de 15 kilos. Donc beaucoup trop lourd pour un aigle royal. Et même si le rapace avait pu le capturer, des traces de sang auraient forcément été découvertes. Lorsqu'un aigle royal attrape une proie, il va arriver au sol, ça va être très violent, il va battre des ailes, il va serrer, il va y avoir du sang, et il va essayer de traîner sa proie à l'abri des autres prédateurs. Donc il va la traîner. Ça laisse des traces. Michel Fizel est formel. La piste d'un animal sauvage ne tient pas. Mais alors, que s'est-il passé? En ce début d'été, une nouvelle hypothèse apparaît. Car dans le village, les scénarios vont bon train et les langues se délient. Les gendarmes apprennent qu'un agriculteur, un jeune de 16 ou 17 ans, a l'habitude de rouler très vite avec ses engins agricoles. Quatrième piste, l'accident de la route et la dissimulation du corps.
C'est vraiment le chauffard du Vernet. Donc c'est une des thèses qui va remonter évidemment aux oreilles des enquêteurs. Est-ce qu'en descendant cette route, il roulait trop vite, qu'il n'a pas vu l'enfant sur la route qui était tout seul? Est-ce qu'il a camouflé le corps? Toutes les pistes sont étudiées et cet accident de voiture peut être une piste pour les enquêteurs. Voilà ce qui expliquerait en tout cas pourquoi les chiens ont perdu la trace d'Émile sur la route du village. D'autant qu'en creusant davantage, ils découvrent que l'adolescent aurait déjà eu maille à partir avec le grand-père. Il y avait eu, entre ce jeune et la famille d'Émile, déjà quelques altercations. Au printemps dernier, il a abîmé une partie d'un chemin qui mène à la maison d'Émile. Et là, le grand-père serait sorti, selon les habitants, aurait levé le ton, et ce gamin serait parti les larmes aux yeux. Donc cette piste, ces altercations qu'il a pu avoir avec la famille, ces tensions qu'il a pu avoir, et cette conduite vive, a intrigué les enquêteurs qui l'ont entendu pendant de nombreuses heures. Et dans cette hypothèse, le jeune homme n'aurait pas eu à chercher bien loin pour camoufler le corps. Car en ce mois de juillet, c'est encore la période des moissons. Et si Émile, renversé par accident, avait été dissimulé dans les foins et happé par une moissonneuse-batteuse? Je vous garantis qu'un enfant de 2 ans et demi dans un champ de foin qui est au milieu des herbes hautes, vous êtes sur une moissonneuse-batteuse, vous ne le voyez pas. Vous ne l'entendez pas, la machine passe et l'embarque. Il se retrouve dans une grande meule, comme on retrouve régulièrement des petits animaux ou autres pris au piège. Et là, le procureur et les enquêteurs vont demander de fouiller les ballots de paille autour du Haut-Vernay. C'est donc la saison, il y en a énormément. On dit chercher une aiguille dans une botte de foin, mais là, on y est vraiment. Les enquêteurs vont utiliser pour ça un détecteur de métaux parce que il suffit d'une fermeture éclair ou d'un bouton pression ou de quelque chose de métallique pour que le détecteur de métal sonne, en fait. Là encore, on ne va à rien retrouver, pas la trace du petit Émile dans ces bottes de foin. Le jeune chauffard aurait-il alors pu cacher le corps ailleurs? C'est ce que cherchent maintenant à savoir les enquêteurs. Et ils vont vouloir vérifier si ce jeune homme était présent, si sa voiture a été aperçue par des radars, si son téléphone a borné dans la zone. Qui ont vérifié son emploi du temps, et il s'est avéré que le jeune n'était pas au Haut-Vernay ce jour-là, donc il a été totalement mis hors de cause. Encore une hypothèse qui ne donne rien. L'enquête semble faire du surplace. Mardi 11 juillet, cela fait 4 jours qu'Émile a disparu. 4 jours d'angoisse pour sa famille. Et pas l'ombre d'une piste pour les enquêteurs. Les chances de retrouver Émile vivant s'amenuisent. Rémi Avon, le procureur en charge de l'affaire, prend alors une décision radicale. Ce matin, à 8 h, après arrêté municipal, la zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Plus personne n'a accès au village parce que dans leur esprit, la clé est forcément dans ces quelques maisons. Et donc là, ils gèlent les lieux, ils gèlent tout le village. On demande à tous les volontaires de partir, tous ceux qui ont aidé, de bien vouloir maintenant laisser les gendarmes mener leurs investigations. Au village du Vernet, où l'ambiance est déjà lourde, l'angoisse est à son comble. Les bénévoles ont du mal à stopper les recherches. C'est atroce. De ne pas savoir où il est, ce qui lui est arrivé, s'il est toujours en vie. C'est le pire qui peut arriver, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer quand même à chercher de leur côté, quoi. C'est quelque chose d'impensable, quoi. D'impensable. Donc on croise les doigts et on espère qu'il y aura une issue favorable, quoi. Après 3 jours de recherche dans toutes les directions, les gendarmes changent de stratégie. Et ils commencent par des opérations plus ciblées. L'enquête repart à zéro. La zone devient pratiquement une scène de crime. Géolocalisation de tous les portables qui se trouvaient à proximité. Les accès par les villages d'avant où il y a de la vidéosurveillance. Les gendarmes font aussi intervenir une nouvelle brigade cynophile, avec cette fois-ci des Saint-Hubert, des chiens au pouvoir olfactif supérieur à ceux des autres races.
Lorsque on se déplace, on laisse derrière nous une traînée de molécules. Toutes ces molécules odorantes vont se poser et vont faire une piste et laisser une trace odorante pour le chien. Et le Saint-Hubert va les marquer comme ça. Le chien Saint-Hubert va évidemment renifler l'odeur de l'enfant dans la maison. Et puis, il va suivre sa trace sur cette petite route qui mène au centre du hameau du Haut-Vernay. C'est quelques dizaines de mètres. Là, il marque le long de cette route jusqu'à s'arrêter à proximité d'un lavoir, d'un petit lavoir traditionnel. Et là, le chien perd subitement sa trace. C'est justement au niveau de ce lavoir que les deux témoins ont déclaré avoir vu Émile à 17h15. Et c'est là que le marquage des chiens s'arrête brutalement. Émile se serait donc volatilisé à cet endroit. Après l'hypothèse de la disparition en montagne, d'un éventuel drame familial, d'un accident agricole ou de l'attaque d'un rapace, c'est un nouveau scénario qui se dessine. Une cinquième piste voit le jour, l'enlèvement. L'enquête vient de prendre un nouveau tournant. Est-ce qu'il a été enlevé par une voiture? Est-ce qu'il a été récupéré? On ne sait pas, mais c'est très bizarre, c'est très étrange qu'il ait pu subitement disparaître à cet endroit-là et que le chien perde totalement sa trace. Donc là, toutes les cartes sont à nouveau abattues. Ça veut dire une chose, ça veut dire que le petit garçon n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit à ce moment-là. Ça veut dire que probablement, possiblement, il a été pris dans un véhicule. Les gendarmes se concentrent désormais sur la piste d'un éventuel ravisseur. Mais très vite, ils se heurtent à des interrogations. Par où serait-il passé ? C'est une hypothèse qui est probable. Maintenant, ça paraît curieux qu'en plein jour, dans un petit village où tout le monde se connaît, personne n'ait rien remarqué. L'enfant aurait crié, se serait peut-être débattu sur une présence inconnue. Pourquoi personne n'a rien vu, rien entendu? S'il y a vraiment eu un enlèvement, ça paraît complètement fou. Et c'est sans compter sur la configuration des lieux. Dans le hameau, la route principale se termine en cul-de-sac. Pour en sortir, le ravisseur aurait donc dû faire demi-tour et retraverser tout le village. Difficile dans ce cas de passer inaperçu. Seule solution pour rester discret, emprunter un chemin forestier qui part sur l'autre flanc du hameau. Mais il n'est pas facile d'accès. Il n'y a effectivement qu'une seule route goudronnée, celle qui part du Bas-Vernay et qui serpente sur 2 km. Mais il y a de l'autre côté du village une route qui redescend de l'autre côté du col, mais non goudronnée, mais qui est accessible en voiture. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui aurait voulu commettre un acte malveillant, que ce soit dans le village ou contre la famille d'Émile directement, ait emprunté ce chemin-là pour être moins visible. Quelqu'un aurait donc pu enlever Émile sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs prennent au sérieux cette piste. L'urgence est donc maintenant de répertorier tous les portables qui ont borné Auvernais au moment de la disparition. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce genre d'enquête pour comprendre qui était présent dans la zone au moment de la disparition d'Émile. Les investigations ont permis d'établir qu'il y avait eu environ 1600 communications ou échanges téléphoniques par les bornages qui ont été faits dans le secteur du Haut-Vernay. Et donc là, les enquêteurs en sont à prendre toute cette masse d'informations et à les passer dans le logiciel, un logiciel qui s'appelle Anacrim. Anacrim, c'est le logiciel qui permet notamment de faire le lien entre les personnes qui ont borné à cet endroit et celles déjà fichées. L'enquête entre alors dans une phase technique. Elle risque de durer longtemps. Et à ce moment, la disparition d'Émile reste toujours une énigme. Les habitants du Vernay, eux, ont l'impression que le sort s'acharne, car le village a déjà vécu un drame 8 ans plus tôt. Souvenez-vous, c'était en mars 2015. Un avion de la compagnie Germanwings s'écrase dans la montagne. Son pilote s'est suicidé avec 150 personnes à bord. L'avion s'est crashé dans une zone très difficile d'accès, au cœur du massif des Trois-Évêchés. Un dispositif exceptionnel a été déployé dans cette petite commune de montagne, située à 10 km des lieux du drame.
Donc de revivre ça, de revoir des journalistes revenir, c'est difficile pour eux de vivre à nouveau cette ébullition médiatique qui les a déjà beaucoup marqués. Et ces deux drames épouvantables qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à quelques années d'intervalle, ça interroge. Et ça alimente évidemment la machine à fantasmes. On se demande s'il n'y a pas une malédiction qui a frappé ce petit village du sud des Alpes. Si le village du Vernet reste traumatisé par ce crash, aujourd'hui, c'est la disparition d'Émile qui hante les esprits. Fin août 2023. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les enquêteurs ont tout exploré. Alors, les gendarmes se focalisent de nouveau sur la famille, car un fait troublant remonte à la surface. Survient alors l'idée d'une autre piste, la vengeance. Il y a un point qui est très intriguant, moi je trouve, dans ce dossier, c'est ce qui concerne le hameau du Boulard. Le Boulard, c'est un tout petit village situé en haut d'une colline très difficile d'accès. Si on n'a pas de 4x4, c'est presque impossible d'y accéder. Ce hameau, perché en haut d'une montagne, se situe à seulement 12 km du Vernet. Et c'est un lieu marqué par une histoire étroitement liée à la famille d'Émile. L'histoire entre la famille d'Émile et ce village commence dans les années 60, quand l'arrière-grand-père d'Émile, avec des copains à lui, décide d'acheter toutes les maisons de ce hameau. Les arrière-grands-parents d'Émile et leurs amis en font leur lieu de vacances, un endroit où ils aiment venir ensemble. Interrogés, des anciens du hameau expliquent que dans les années 60, tous partageaient les mêmes convictions religieuses et politiques. Et il faut savoir que la famille d'Émile est très impliquée politiquement. Et en s'installant dans ce hameau, ils ont voulu créer comme une sorte d'utopie, c'est-à-dire de vivre entre eux. Ils ont l'impression d'être en haut, en fait, un peu sur leur colline, à l'abri des envahisseurs, quoi, si on se met un peu dans leur tête. Ces gens-là se retrouvaient l'été venu pour être loin de la civilisation, loin des éventuelles influences étrangères, pour vivre selon leurs préceptes. Les différentes familles se rejoignent pour les vacances, à l'écart du reste du monde, et dans la plus grande discrétion. Entre la fin des années 60, début des années 70 et 2019, tout se passe bien dans ce petit hameau jusqu'au jour où, la nuit du 22 mars au 23 mars 2019, un incendie ravage la moitié de ce hameau. On est 4 ans avant les faits, et donc il y a eu 3 des maisons de ce hameau qui en compte 5 qui ont été détruites par un ou plusieurs incendies d'origine criminelle. La maison de l'arrière-grand-père a été très légèrement touchée par les flammes. C'est d'ailleurs une des seules qui est restée sur pied. Malgré une enquête qui a été assez longue, on n'a jamais réussi à identifier le ou les auteurs de ces incendies criminels. Mais avec la disparition d'Émile, les gendarmes se penchent de nouveau sur cette histoire d'incendie. Serait-il possible qu'il existe un lien entre les deux affaires ? Les enquêteurs ont appris, en interrogeant les habitants, qu'il y avait eu des discordes entre les habitants de ce hameau. Et on se demande si la famille, ou une partie de la famille, n'est pas au cœur de tensions, de querelles, et ne serait pas victime de représailles. La famille d'Émile aurait-elle pu se retrouver au cœur d'une histoire de vengeance ? Possible. D'autant qu'en s'intéressant aux parents d'Émile, les gendarmes découvrent qu'eux aussi, comme le reste de la famille, évoluent dans une mouvance très marquée à droite de l'échiquier politique. Évidemment, c'est aussi une des pistes quand on cherche s'ils ont eu des ennemis. Les enquêteurs comprennent tout de suite qu'ils sont face à un couple qui est très engagé politiquement. Et dans ces milieux-là, dans ces milieux d'activistes, il n'est pas rare qu'il y ait des histoires de vengeance. Donc ça ouvre aussi une piste très importante pour les enquêteurs. Ils vont évidemment aussi être interrogés sur ça en disant que c'est leur passé, que ça appartient à leur passé. Mais à ce jour, aucun lien entre leurs convictions et le destin tragique de leur enfant ne peut être établi. Après 2 mois d'enquête, toutes les pistes restent en suspens. L'accident, le drame familial,
l'enlèvement ou la vengeance. Le mystère reste entier et la famille semble s'être murée dans le silence. Pourtant, le 29 août 2023, 2 mois après la disparition d'Émile, coup de théâtre. Les parents se décident soudain à parler. Ils choisissent de s'adresser à Samuel Pruvot, grand reporter au magazine Famille Chrétienne. Voici le récit des coulisses de son interview avec Marie et Colomban. Il est le seul journaliste à avoir rencontré la famille. C'est un dimanche, il y a un numéro qui vient sur mon portable que je ne connais pas. C'est une voix jeune, en fait, une jeune femme. Et elle me dit, je suis la maman d'Émile. On a bien réfléchi, on va sortir du silence. Et on a choisi Famille Chrétienne. Et en regardant Famille Chrétienne, on a pensé que vous étiez la bonne personne. Et après, j'ai appelé ma direction en disant, là, il y a quelque chose d'énorme qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? Samuel Pruvot part à leur rencontre. Il va être le premier, et aujourd'hui le seul, à recueillir leurs témoignages. Dès le lendemain, il arrive au hameau. L'émotion est palpable. Il est accueilli dans la cuisine, où toute la famille se tient autour de la table, unie dans la douleur. Mais moi, j'ai vu leur visage, j'ai vu leur dignité, et ça, j'oublierai jamais. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé et ému, c'est de voir cette famille qui reste soudée et unie dans un tel drame. Si aujourd'hui la famille a souhaité sortir du silence, c'est parce qu'elle s'est sentie salie et pointée du doigt par certains médias. Alors, elle tient à donner sa version. Dans l'interview, on avait convenu justement qu'il fallait rétablir peut-être certaines vérités. Et on s'est dit, bon, s'ils aiment le latin, c'est qu'ils sont tradis. S'ils sont tradis, c'est qu'ils sont intégristes. S'ils sont intégristes, c'est qu'ils sont de droite. S'ils sont à droite, ils sont très à droite. S'ils sont très à droite, ils sont fascistes. Et après, effectivement, dans ce silence, tout peut être dit, tout peut être imaginé. Donc là c'est quand même pas acceptable de faire cet amalgame. C'est vrai qu'ils sont tradis, c'est vrai qu'ils chantent des chants en latin, mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans l'Église catholique. Un membre de la famille a d'ailleurs déclaré à la presse « On est catho, de droite, et alors ?» Pour les parents d'Émile, leur croyance et leur engagement politique ne doit pas venir brouiller les pistes. Face à Samuel Pruvot, ils ont aussi souhaité transmettre un message au public. Il y avait un sujet qui leur tenait à cœur et qui était finalement la raison profonde de l'interview, qui était de dire merci. Ils ont tellement été impressionnés par la mobilisation des Français sur place. Il fallait que publiquement, ils puissent dire merci à tous ceux qui les avaient soutenus. Accident, homicide, kidnapping, drame familial. Après 2 mois et demi de recherche, tous les scénarios sont encore envisagés. Pour mettre en œuvre plus de moyens, le dossier est élargi aux faits d'enlèvement et de séquestration. Sur le terrain, les investigations se poursuivent au hameau du Haut-Vernay. Les enquêteurs ratissent, fouillent, effectuent des perquisitions et percent même des dalles au marteau-piqueur, en quête du moindre indice. Ce sont des centaines d'actes qui sont faits pour entendre des personnes, des témoins. Que faisait cette personne sur le village en question dans le créneau horaire dans lequel a disparu le petit Émile? Il y a une autoroute qui est pas très loin, donc la relecture des plaques lors des péages qui étaient là avant et après les faits. Ils vont s'occuper de vérifier 1600 signalements, c'est-à-dire savoir effectivement si les gens ont vu quelque chose, si les gens cachent quelque chose. Voilà, c'est un travail gigantesque qui a été fait sur la disparition inexpliquée du petit Émile. Un travail colossal, mais sans résultat. Aucun nouvel indice et surtout aucune trace du petit garçon. Alors, 9 mois après les faits, le mercredi 27 mars 2024, le juge d'instruction prend une décision radicale. Il convoque famille, témoins et habitants du Haut-Vernay pour une opération inédite, une sorte de reconstitution grandeur nature.
Dans le jargon judiciaire, on l'appelle la mise en situation. Pour l'occasion, le hameau est de nouveau coupé du monde. Son accès est interdit. Objectif de cette mise en situation, reconstituer exactement les faits et gestes des individus présents ce jour-là au Haut-Verney et, si possible, de clarifier leurs souvenirs. Ce sont 17 personnes que l'on va replacer aux endroits où ils se trouvaient précisément. On essaie de refaire, si vous voulez, une photographie de ce qui s'est passé concernant la disparition du petit Émile. Les 17 personnes en question, c'est le premier cercle et ce sont les témoins les plus importants parce que ce sont les derniers à avoir vu le petit Émile vivant. De leur côté, les enquêteurs ont une autre mission, plus discrète celle-ci. Observer les comportements des uns et des autres pour déceler d'éventuelles contradictions dans leurs agissements ou leurs déclarations. Ça permet aussi de voir si la version de chacun est compatible avec la réalité de terrain. À partir de ce moment-là, ça permet de voir, oui, non, là où vous étiez, vous ne pouviez pas voir l'enfant. Voilà à quoi sert la mise en situation. Les gendarmes et le juge d'instruction attendent beaucoup de cette mise en situation. Ils espèrent enfin trouver le détail ou l'information qui leur aura échappé et qui pourrait leur permettre de relancer l'enquête. La famille, elle, veut garder espoir et elle compte sur cette journée pour comprendre ce qui est arrivé au petit Émile. Mais alors que cette opération se tient à l'écart des caméras et qu'aucune information ne filtre, l'affaire connaît un coup de théâtre retentissant. Nous sommes dimanche 31 mars au matin, soit 48 heures à peine après la mise en situation. La nouvelle, glaçante, tombe. Un crâne a été retrouvé la veille par une femme alors qu'elle faisait une randonnée dans les environs. Des ossements sont analysés en un temps record par la gendarmerie. Des ossements appartenant au petit Émile ont été formellement identifiés. Ils ont été retrouvés hier à proximité du hameau du Haut-Verney, dans les Alpes de Haute-Provence. Comme en juillet 2023, au moment de la disparition, le visage souriant du garçon passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Mais cette fois-ci pour annoncer le terrible dénouement. Une vague d'émotions submerge la France. J'avais l'espoir qu'on retrouve Émile vivant. Bien sûr, j'ai cet espoir. Et je vous dis, toute ma pensée va à Émile, à ses parents. Maintenant, on a un crâne. Maintenant, on sait avec certitude qu'Émile est mort. Les parents d'Émile ont été prévenus plus tôt dans la matinée. Et en ce dimanche de Pâques, si important dans la religion catholique, ils publient un message poignant par la voix de leur avocat. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. À l'annonce de la nouvelle, toutes les rédactions se mobilisent. Jeanne Cancard, journaliste à TF1, est dépêchée sur place. Il y a le communiqué de presse du procureur qui tombe dans les rédactions vers 12h20. Donc nous, à partir de ce moment-là, on est envoyé au Verney. Et à son arrivée, elle constate l'émotion qui règne sur le village. Il y a un attachement fort au Verney, donc forcément, évidemment, à cette histoire, parce que tout le monde se connaît de près ou de loin. Tout le monde connaît cette famille. C'est une atmosphère pesante pour ses habitants. À la SR de Marseille et dans les gendarmeries locales, c'est aussi le choc. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Et les investigations reprennent immédiatement. Le nouveau point de départ de l'enquête, c'est ce crâne, retrouvé par la randonneuse. Il est envoyé en urgence par hélicoptère à Pontoise, en région parisienne, pour une analyse ADN. À partir de là, il y a un basculement complet de l'enquête qui n'est plus avec une hypothèse qui avait été émise, l'enfant est élevé, on ne sait pas où il est, mais on le retrouvera. Là, l'enfant est décédé. Nous sommes le lundi 1er avril. Alors qu'à Pontoise, les experts sont en train d'analyser ces ossements, les fouilles sur la zone s'intensifient.
Des recherches se mettent en place autour du secteur de cette découverte, du lieu de la découverte du crâne. Et ces recherches vont payer. On retrouve à 150 mètres certains vêtements. Des chaussures, on retrouve sa culotte, on retrouve un t-shirt, et ils sont éparpillés. L'enfant s'est-il perdu? S'est-il noyé? A-t-il été victime d'une agression? Devant toutes ces incertitudes, le procureur fait une conférence de presse exceptionnelle le mardi 2 avril 2024. Et face à des dizaines de journalistes, il fournit les derniers éléments de l'enquête en sa possession. Les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'on pensait qu'avec la découverte des ossements, on aurait des réponses aux questions. Et en fait, dans l'affaire du petit Émile, on a découvert le crâne et les ossements, mais les questions perdurent. Des éléments qui, loin d'apporter toutes les réponses, engendrent encore plus d'interrogations sur les causes de la mort du petit Émile. Alors, il y a 3 pistes et aucune n'est à mettre à la poubelle. La première piste, c'est l'accident. Est-ce qu'il s'est cassé la jambe? Est-ce qu'il est tombé dans un ruisseau? Que Émile soit perdu, qu'il soit mort, que ce soit de déshydratation, de faim, de fatigue. Les chances de survie d'un enfant, en plein été, quand on dépasse les 30 degrés, on voit bien que la déshydratation s'accélère et que le coma arrive très très vite. L'accident reste la piste privilégiée. Mais les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse de travail. La deuxième piste, c'est l'homicide involontaire. Il y a la piste du chauffard qui renverse Émile, chauffeur paniqué, et qui planque, passez-moi l'expression, le cadavre. Il y a la correction du petit Émile, faite par un tiers, quelqu'un de la famille. Là encore, certains imaginent un accident domestique suivi d'une dissimulation du corps dans la nature. Mais rien, absolument rien, ne permet d'étayer cette hypothèse. Et il existe une troisième possibilité qui expliquerait la mort d'Émile. Il y a enfin l'histoire criminelle, qui est donc là la piste d'un prédateur qui a enlevé l'enfant, avec parfois des repérages, pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas retrouvé. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile. Ce sont les 3 possibilités, et peut-être même, il y a d'autres possibilités que l'on ne sait pas et que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Car ce ne sont pas les seuls inconnus dans cette affaire. D'autres questions surgissent, en particulier chez les habitants du Verney. Moi, ce qui me trouble, c'est qu'en fait, on a participé aux recherches. On a ratissé tellement d'endroits que j'ai du mal à croire qu'on puisse être passé à côté de cet endroit-là, en fait. Donc c'est vrai que l'ambiance sur place, elle est tout de suite étrange, parce qu'il y a une question que tous les habitants se posent, c'est comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ce crâne? Comment est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas été trouvé plus tôt? Une question qui hante tout le monde. Car les environs du village ont été ratissés par des centaines de bénévoles et de gendarmes. Mais quand les battues commencent, au mois de juillet, la végétation est foisonnante. Et Émile, lui, est tout petit. Comment peut-on être sûr? Et ce sont les secouristes, ce sont les bénévoles qui le racontent. Comment peut-on être sûr qu'entre 2 individus éloignés de 2 mètres chacun, on ne passe pas à côté du petit corps de 90 cm, alors que les herbes sont hautes? Les uns comme les autres, nous sommes tous faillibles. Et pour avoir fait de nombreuses recherches, dès lors qu'on arrive sur un terrain en sous-bois,
un peu plus accidenté, avec une végétation particulièrement luxuriante, eh bien, vous pouvez passer à côté, mais marcher à moins d'1 mètre d'un corps et ne pas le voir. Mais la zone a aussi été fouillée par des chiens. Alors, comment aurait-il pu ne pas retrouver son corps à cet endroit-là? Les animaux sont comme les hommes, on a nos points faibles. Si quelque chose détourne l'attention du chien pisteur, ce sont les professionnels qui le disent, la piste est cassée, pour reprendre leur expression. Il peut y avoir une succession de petits éléments qui font que, après une piste, le chien ne trouve pas la suite. Soit parce qu'il y avait un perturbateur, soit parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou de la chaleur, ou trop de monde, ou de la fatigue, ou autre, plein de raisons. Voilà. Justement, en juillet 2023, la région est frappée par la canicule. Des pics de température qui auraient pu altérer l'odorat des chiens. Et ce n'est pas tout. Encore une fois, il y a un paramètre qui semble être de la malchance. C'est-à-dire que on va envoyer des chiens pisteurs qui sont chargés de pister un petit garçon vivant à un endroit où on va retrouver, mais ça on le sait pas, un petit garçon mort. Ça n'est pas, pour schématiser à l'extrême, le boulot des chiens pisteurs de découvrir des cadavres. C'est le boulot des chiens chargés de détecter des cadavres. Des choix ont été faits. Celui-là ne l'a pas été. Est-ce que c'est une faute? Je ne le pense pas du tout. C'est des priorités par rapport aux hypothèses qui sont lancées, du fait des témoignages, du fait d'éléments relevés, etc., etc. C'est vrai que c'est un point d'interrogation, mais c'est aussi peut-être la malchance, tout simplement. Si les ossements ont pu échapper au ratissage au cours de l'été, comment expliquer qu'ils n'aient pas été repérés ensuite? Car avec l'hiver, la zone où ils ont été trouvés est plus dégagée et surtout c'est un endroit très fréquenté. C'est un chemin où il est possible de s'aventurer à pied. C'est ce que nous dit le maire du Vernet, c'est ce que nous disent les habitants, les chasseurs aussi qui ont l'habitude d'aller là-bas, ou que ce soit même les personnes qui ont l'habitude d'aller cueillir les champignons à cet endroit-là. Donc c'est un chemin où on peut facilement marcher. Ce chemin, apparemment, il est fréquenté. Il est fréquenté par des promeneurs, par ceux qui sont allés chercher des champignons. Or, on a passé la saison des champignons. Il est aussi fréquenté par ceux qui coupent du bois. Difficile d'imaginer que personne n'ait aperçu les restes d'Émile. Alors, 2 hypothèses émergent. La première, et si la nature les avait déposés récemment sur ce chemin? Car il borde un cours d'eau et de violents orages ont frappé la région au cours de l'hiver. À partir de là, on imagine très bien le corps ou les restes de l'enfant en amont, emportés par ces ruisseaux qui deviennent des torrents. Et quand l'orage est passé, eh bien, le ruisseau retrouvant son lit, tout ce qui est en dehors du lit se dépose. Les animaux aussi qui sont présents, on a discuté avec beaucoup de chasseurs qui nous disent qu'il y a des sangliers, qu'il y a des renards, qu'il y a différents animaux comme il peut y avoir en forêt. Et qu'en effet, que ce soit les animaux, les intempéries, peuvent déplacer des ossements. Personne ne peut dire avec certitude que l'endroit où l'on a retrouvé le crâne et 150 mètres plus bas, les vêtements, la culotte, les chaussures du petit garçon, c'est bien là, entre guillemets, où s'est passé le drame. C'est bien là où, entre guillemets, Émile est mort. Car l'autre hypothèse retenue par les gendarmes, c'est l'intervention humaine. Quelqu'un n'aurait-il pas tout simplement tenté de se débarrasser des restes du corps d'Émile? Il n'y a rien qui n'exclut rien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi un chauffard qui dépose le cadavre, que le cadavre n'ait pas été découvert par les bénévoles, et l'enfant a pu être agressé et déposé sous des branchages. Ce qui pourrait étayer cette hypothèse, c'est le timing. Comme par hasard, ces ossements sont découverts juste après la mise en situation. Quelqu'un aurait-il pris peur? Côté un peu bizarre. Il y a la remise en situation, c'est-à-dire qu'on regroupe tous les suspects. Et boum! Quelques jours plus tard, on retrouve le crâne. Le lien entre la mise en situation et cette découverte d'ossements, il a pu être fait, attention, par certains habitants. Le procureur a beau dire, il n'y a pas de lien entre ces deux affaires.
Je veux dire, l'interrogation saute aux yeux. Enfin, en tout cas, est-ce que quelqu'un qui avait caché le corps, dissimulé le corps, ou que sais-je, n'a pas eu peur qu'il se soit débarrassé des ossements? Alors, hasard, coïncidence ou acte volontaire pour tenter de tromper les enquêteurs? Le 10 avril 2024, le parquet annonce la fin des recherches sur le terrain. Ces dernières investigations ont permis de découvrir plusieurs ossements et effets du petit garçon. Commence maintenant un long travail d'analyse pour tenter de déterminer les causes exactes de sa mort. Nous, on est forcément dans l'attente. C'est le procureur de la République qui, par des communiqués, nous transmet ces informations. Mais on peut très bien être mis au courant soit dans les heures, mais parfois dans les jours seulement qui suivent. Donc là, pendant qu'on parle, cette semaine, ces jours-ci, il peut y avoir des découvertes qu'on n'apprendra que dans les prochains jours. Une partie de l'énigme entourant la disparition du petit Émile a été levée. Et les parents de l'enfant peuvent commencer à faire leur deuil. Mais les raisons de sa mort ne sont toujours pas connues. Et de nombreux mystères planent encore sur le hameau du Haut-Vernay.